Merci encore une nouvelle fois de votre présence, hein, c'est très gentil. Bonjour à vous tous et à toutes, si nous rejoignez ce webinaire et merci donc aux personnes présentes, à notre réunion, de ce mardi soir sur le thème la rémunération et les dividendes. Heu, pardon, attendez, je vais remettre le premier slide. Voilà. Vous allez Pas nous l'envoyer le diapo? Oui, le diapo, on va vous l'adresser, Pas vous besoin de inquiétez prendre pas. de notes. Non, il y a pas besoin de prendre de notes, vous inquiétez pas. Et s'il y a une question ou quoi, vous nous demandez et Très on bien. regardera pour y répondre, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Oui, oui, on communiquera le diapo et c'est pour, une information générale sur la rémunération et les dividendes. Donc au niveau du plan, nous allons aborder, les différents points. Donc la rémunération des dirigeants au sein des sociétés, le versement d'une rémunération à minima pour la protection sociale, les dividendes et les conditions de distribution, comment optimiser la répartition rémunération et dividendes, la stratégie pour arbitrer entre rémunération et dividendes, les avantages et les inconvénients de chacun, la rémunération de dirigeants au sein d'un groupe de sociétés, les taxes spécifiques autour des rémunérations, taxes sur les salaires et la PUMA, la fiscalité des dividendes au sein d'un groupe de sociétés. Juste en préliminaire, il y a 3 formules de revenus à prendre en compte. Donc les revenus qui sont immédiatement disponibles après impôts et prélèvements sociaux, les revenus potentiels en cas d'accident de la vie et les revenus différés, pension de retraite. Et suivant les revenus sur le moment que l'on perçoit, la nature de ces revenus, ils donneront des droits ou pas, dans l'avenir. Ça de sensibiliser à la distinction entre rémunération et dividende. Le 1er point, la rémunération de dirigeants au sein des sociétés. Juste un petit focus, donc on va aborder, les principales formes, des sociétés commerciales au niveau de la SARL et de la SAS. Donc, ces 2 types de structures donc, apportent la protection, des biens personnels. On a besoin que d'un capital minimum de 1 €. Alors c'est pas très à conseiller, mais bon, on peut la constituer avec 1 €. Après, on commence à avoir des différences. Déjà dans une SARL, ERL, on parle donc de gérance. Dans la SS, on parle de présidence et au niveau des associés, au niveau donc des propriétaires quoi, les détenteurs des titres en SRL, on parle donc, oh purée, ça y est. Ah, au niveau de la SS, on parle d'actions et au niveau de la SRL, on parle de parts sociales. SARL donc société à responsabilité limitée et SAS, société par action, simplifiée. Au niveau de ces 2 formes juridiques, une notion est à prendre en compte, concernant la SARL avec, la niveau au niveau de la gérance, soit, si le gérant détient des titres de société de manière minoritaire ou, majoritaire. Donc, si le gérant, détient moins ou 50 au plus des capitals social de la société, il sera considéré comme minoritaire ou égalitaire. Et s'il détient plus de 50 il sera considéré comme majoritaire et de là, son régime social sera différent. En tant que minoritaire égalitaire, il relèvera du régime de la sécurité sociale des salariés et en tant que majoritaire, il relèvera du régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, comme un entrepreneur individuel. Alors sachant qu'il y a une particularité au niveau, de la notion, pour savoir s'il est minoritaire ou majoritaire, c'est qu'il faut tenir aussi compte des parts sociales, de son conjoint, pas que si vous mariez et de ses enfants mineurs et aussi, en cas de gérance de cogérance, une gérance collégiale, il faudra retenir, les parts sociales de tous les gérants et qu'ils détiennent directement ou indirectement par l'intermédiaire de leurs conjoints ou de leurs enfants mineurs. Dans le cas donc, au niveau de la gérance, si elle est majoritaire dans la CRL, il y a un appel de cotisation, ça déclenche un appel de cotisation à minima de 800 € par an au niveau de l'URSSAF des indépendants et si vous êtes, dans le régime gérant minoritaire égalitaire, vous ne serez pas appelé, en termes de cotisation sociale si vous ne prenez pas de rémunération.
Maintenant, si vous prenez une rémunération, dans le cadre, d'une gérance minoritaire égalitaire, c'est par l'intermédiaire d'un bulletin de salaire, hein. Voilà, minoritaire, bulletin de salaire et majoritaire, c'est une unité de gérance, qui est fixée, par les associés. Au niveau de la SAS, donc la présidence relève, donc la rémunération de la présidence relève de la sécurité sociale des salariés. C'est un assimilé salarié, comme le gérant minoritaire et il n'y a pas de notion, minoritaire ou majoritaire, dans tous les cas, vous relevez de la sécurité sociale des salariés régime général. D'accord? Le versement d'une rémunération minimale pour la protection sociale. À titre indicatif, il faut savoir que pour l'année 2018, pour valider ces 4 trimestres de retraite, il faut avoir perçu une rémunération au moins de 6 912 €, soit 600 heures, sur la base du SMIC horaire. Sinon, bien, c'est par trimestre, c'est 150 heures sinon, hein. Sinon vous validez pas si vous avez par exemple, vous prenez une rémunération que de 3 000 €, sur l'année, vous validerez pas vos 4 trimestres. Donc ça permet donc, de constituer des droits à la retraite. Bien sûr, plus la rémunération est importante et plus les points de retraite sont importants. Donc le bénéfice d'une sécurité sociale et aussi, l'ouverture aux cotisations mutuelles et prévoyance. Sachant que l'absence de rémunération, si par exemple dans une société, la personne ne prend que des dividendes et pas de rémunération, bien logiquement, elle ne peut pas avoir droit donc à la protection sociale en tant que telle et aussi, d'ouvrir des contrats de mutuelle de prévoyance ou de retraite complémentaire. Les dividendes et les conditions de distribution. Pour les dividendes, donc on parlait de la SARL, de la SAS, bien sûr, sous le régime de l'impôt société, hein. Donc, les dividendes, c'est une notion quand on les distribue, dans des sociétés qui sont soumises à l'IS. Si, il existe la SARL de famille, par exemple, donc qui est transparente, c'est-à-dire elle a pas d'impôt. Ce sont les associés qui payent l'impôt, par l'intermédiaire des revenus qui leur revient de cette société. On parle pas de Il y a pas de notion de dividende. Là, on est vraiment, dans des sociétés à l'impôt société, et qui, permet d'avoir le régime de dividende. Il faut que le capital social de la société soit intégralement libéré. Avoir établi au moins un 1er bilan, c'est-à-dire que si vous créez votre société, vous ne pouvez pas dire 2 mois après: «Je vais me prendre des dividendes». Donc il faudra un exercice complet, attendre la date de clôture, puis après, le délai, que l'on regardera pour pouvoir fixer, pour pouvoir, tenir l'assemblée générale qui décidera ou pas si on peut distribuer des dividendes. Donc ça laisse quand même un laps de temps entre le moment de créer la société et la première fois qu'on pourra percevoir des dividendes. Et bien sûr, réalisé un bénéfice, parce que si on ne fait pas de bénéfice, on ne pourra pas se distribuer de dividendes. Alors par rapport justement, la répartition de bénéfices, une rémunération, c'est propre à une personne, donc on touche une rémunération, elle nous est propre. Par contre, un dividende, si vous êtes l'associé unique, si vous êtes le seul associé ou actionnaire de la société, il vous reviendra intégralement. Maintenant, si dans la société, il y a d'autres personnes qui composent le capital social, qui ont des parts dans la société, eh bien ce dividende, il se répartira entre les différents associés. Donc la distribution de dividendes, donc elle est votée par les associés ou actionnaires au cours de l'AGOA, donc c'est l'assemblée générale ordinaire annuelle, qui se tient dans les 6 mois de la date de clôture de l'exercice écoulé. Donc pour les bilans au 31 décembre, on a jusqu'au 30 juin pour tenir l'assemblée générale ordinaire annuelle, sachant que logiquement les convocations, le mandataire social doit convoquer les associés, les actionnaires, 15 jours avant la date, de la tenue de l'assemblée. Et pour les mises en paiement des dividendes, la société doit les verser au plus tard dans les 9 mois de la date de clôture. Donc pour une société, qui clôture au 31 décembre 2022, au plus tard, l'assemblée générale se tiendra au 30 juin 2023 et les mises en paiement des dividendes au plus tard au 30 septembre 2023.
Alors des particularités, concernant la condition de distribution du dividende. Déjà, donc on avait dit un bénéfice. Maintenant, au niveau légal, dans toutes les sociétés commerciales, il y a l'obligation de constituer une réserve légale qui doit être portée, au moins à 10 du capital social. Et cette réserve légale, elle est constituée, par elle est constituée par en prenant une quote-part de 5 du bénéfice de l'exercice pour l'affecter, dans cette réserve légale. C'est-à-dire que si, la société en premier exercice, vous faites 10 000 € de bénéfice, ce bénéfice, il y aura, donc 5 il y aura 500 € qui viendra constituer la réserve légale. Après, il faut voir si, vous atteignez déjà ou pas les 10 du capital social. Mais voilà, il faut déjà cette première particularité et aussi les statuts peuvent indiquer, des conditions spécifiques. Donc, il faut regarder toujours les statuts, hein, qui gèrent le fonctionnement de la société. Il peut y avoir des dividendes prioritaires, des choses particulières, voilà, sur les conditions de distribution des dividendes. Donc une fois qu'on a établi le bilan, qu'on a notre résultat, on regarde déjà si on a des pertes antérieures. Là-dessus si on a fait un bénéfice eh bien, on viendra déjà imputer ces pertes intérieures sur le bénéfice réalisé. Après, on calculera sur ce résultat, 5 on affectera 5 pour la réserve légale et enfin, on pourra reprendre si, on avait des bénéfices, antérieurs qu'on n'a jamais distribués, qu'on a mis en report à nouveau créditeur, on pourra le remettre, en distribution si besoin. Et donc on en tient notre bénéfice distribuable, sachant qu'il y a possibilité aussi de distribuer sur les réserves. S'il y avait des réserves, dans les comptes, on peut distribuer aussi, les autres réserves, au niveau de l'assemblée. Comment optimiser la répartition rémunération-dividende? On reste toujours dans le cadre de la SARL et de la SAS. Au niveau, donc de la SARL, quand on dira SRL, c'est vraiment dans le cas de la gérance majoritaire, parce que si la SRL avec gérance minoritaire, ça revient quelque part au même, principe que la SAS, hein. Donc au niveau de la SRL, heu, en tant que cotisant au niveau de l'URSSAF des indépendants, les charges sociales représentent, en gros, hein, 50 de la rémunération nette. C'est-à-dire que si vous avez une indemnité de gérance de 50 000 €, plus ou moins, il vous sera appelé, 25 000 € de cotisations sociales. D'accord, en tant que non salarié. Après, bien sûr, il y a les cotisations facultatives, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne, mais en restant sur un cadre normal. Au niveau de la SAS, donc là, on relève du régime de la sécurité sociale des dirigeants, des salariés, pardon et donc alors, c'est pas expliqué. Bon, ça représenterait en gros 80 de la rémunération nette. Alors c'est pas techniquement, c'est pas correct, mais simplement pour faire un comparatif entre si vous prenez 1 000 € en gérance majoritaire, en gros, ça fait 500 € de cotisation. Si vous prenez 1 000 € net, en net, hein, au niveau des cotisations sociales, ça fera en gros 800 €. Pourquoi? Parce que, au niveau, sécurité sociale des salariés, bien déjà les cotisations sont sur un salaire brut. Sur salaire brut, donc il y a plus ou moins entre 40 et 45 de charges déjà patronales et là-dessus, sur le salaire brut, il y a encore 22 à 25 de charges salariales. Donc le tout, pour en gros un salaire net de 1 000 €, ça représente un coût global plus ou moins de 1 800 €. D'accord. Voilà pour la distinction, au niveau des cotisations sociales pour les 2 régimes et enfin, au niveau de la fiscalité. Alors là, il y a pas quelque part de distinction, c'est-à-dire que vous soyez gérant majoritaire, on appelle ça l'article 62 du CGI, ou que vous ayez votre rémunération en tant que, bulletin de salaire, hein, comme les salariés, vous, déclarez votre rémunération, imposable au titre des traitements et salaires, dans la partie traitements et salaires et donc, il y aura un abattement de 10 pour calculer, l'impôt dessus. Si c'est plus intéressant, sinon faire les frais réels, hein, ça c'est à regarder et bon, voilà après le barème, de l'impôt sur le revenu, il est progressif et il va de 0 à 45. Maintenant, là on a vu au niveau cotisation sociale
et fiscalité sur la rémunération. Et maintenant, donc au niveau des dividendes. Donc aujourd'hui, sur des dividendes, on applique la flat tax de 30 donc un prélèvement forfaitaire unique. Donc c'est-à-dire que si vous avez un dividende de alors là, je parle de manière générale, hein. Si vous avez une dividende de 10 000 €, la société retient 3 000 €, elle vous verse en net 7 000 €, sur le principe général de la flat tax. Ces 30 ils sont composés justement de 12,8 au titre de l'impôt sur le revenu, donc un impôt forfaitaire de 12,8 et des prélèvements sociaux de 17,2. Dans le Au niveau donc, si vous êtes, gérant majoritaire, de CRL ou URL, il y a une particularité, du fait que les dividendes peuvent être assimilés à de la rémunération. C'est-à-dire que si, tout le montant de dividendes qui vous revient, qui dépasse 10 de votre participation au capital social et de votre compte courant moyen d'associé, eh bien, sera considéré comme de la rémunération. C'est-à-dire, si, voilà, vous êtes dans une, URL IS, vous avez un capital social de 10 000 €. Vous êtes donc le URL, vous êtes le seul associé. La société, vous verse, 20 000 € de dividendes. On va dire qu'il y a pas de compte courant d'associé, voilà, pour simplifier. Donc déjà 10 000 € de capital social, eh bien, on prend 10 du capital social, ça fait 1 000 €. Donc 20 000 € qui sont distribués. Les 1 000 € en rapport des 10 de capital social seront du dividende à la flat tax, comme dans les SAS, et par contre les 19 000 € seront considérés comme de la rémunération. Donc 50. Voilà. Au niveau des cotisations sociales, vous entendez, c'est ça? Oui, ou pas. Si, si, c'est soumis, non, c'est soumis à cotisation, non, c'est ça. C'est soumis à C'est pas soumis à et ensuite à l'IR classique. ce sera pas de alors par contre, il y aura pas les prélèvements sociaux quand même, ils vont pas vous remettre 17,2 quand même. Ils vont faire ce cadeau-là puisqu'ils vont vous prendre les cotisations sociales normales et après, oui, vous aurez l'impôt à 12,8 dans tous les cas. Alors dans tous les cas. Sur les 1000, hein. Non, sur les 1000, vous aurez, les 1000, vous aurez 30 et les 19 000, vous aurez, 12,8 plus les cotisations sociales ou éventuellement, vous pouvez quand même opter pour le barème progressif. Ça, c'est le second point. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas imposable, vous, vous percevez une, comment? Voilà, vous avez 10 000 € de rémunération, vous avez 10 000 € de dividendes, vous n'êtes pas imposable. D'accord? Alors, au lieu de prendre de la flat tax sur les 10 000 € de dividendes, au lieu de prendre 30 qui vous êtes pris, donc il vous restera plus que 7 000, vous pouvez demander à n'avoir que les prélèvements sociaux de 17,2. D'accord? Donc, parce que vous optez pour le barème progressif. Il y a une possibilité d'option. Donc c'est-à-dire que la flat tax, vous distribuez on va faire abstraction de l'agence majoritaire. La flat tax, vous distribuez 10 000 €. Vous avez 3 000 € de prélèvement, fixe, et définitif. Après c'est fini, la société vous verse 7 000. Si vous n'êtes pas imposable et en plus, il y a un régime qui le permet de demander, de ne pas avoir les 12,8 parce que si vous considérez que vous êtes pas imposable. La société vous dit: «La société, moi je suis pas imposable, vous me prenez que 17,2». Donc elle retiendra 1 700 € sur 10 000, elle vous versera le différentiel. Le prélèvement il sera à 30 c'est au moment où on fait la déclaration de revenu ça a changé. Oui. Et donc quand on fait la déclaration de son revenu, on peut d'ailleurs on le signale maintenant, on casse la Ça c'est autre chose. Oui, pour les dividendes? oui, oui. Non, mais après si votre revenu fiscal de N-2 pour un célibataire est inférieur à 50 000 € ou à 75 000 €, vous C'est une démarche qu'il faut anticiper. oui. Ah, oui, je suis d'accord avec vous, mais vous pouvez déjà demander à avoir que les prélèvements de 17,2. Dangereux parce que Ah oui, non, son revenu est plus haut. ah oui, non, voilà, je l'ai bien dit pour une personne non imposable, c'est pour ça.
Je suis d'accord, mais c'est pour ça, je précisais bien si, si S'en rendre oui, tout à fait, ça fait un petit cadeau, ça fait un bonus. Tout non, tout à fait, voilà, mais c'était pour, tout à fait et après justement, si, vous alors si vous avez un taux d'imposition, de 11, il est préférable après, comme disait même Augustin, d'opter pour le barème progressif et là-dessus donc, vous aurez un abattement de 40 sur la distribution de dividendes pour le calcul de l'impôt. D'accord. Les 17,2 des prélèvements sociaux sur les 10 000, ça ne bougera pas, vous aurez tout le temps, il n'y a pas d'abattement. Mais par contre, pour le calcul de l'impôt, soit vous avez 12,8 sur 10 000 €, soit vous avez, donc 40 d'abattement, donc 60 imposables au barème progressif. Et si vous êtes à zéro, ben, vous ne payez pas d'impôt sur cette partie-là. Et comme madame Zimmer disait, environ 50 de charges sociales si on est gérant majoritaire et que c'est assimilé à de la rémunération. La stratégie pour arbitrer entre rémunération et dividendes. Déjà, un petit état de lieu en se posant voilà les questions, de base de combien j'ai besoin, pour vivre tous les mois. Donc déjà, voilà, se faire, un petit topo là-dessus, surtout quand on démarre une activité. Après en vitesse de croisière, c'est sûr qu'en vitesse de croisière et que la société le permet, rester sur une toujours rester plus ou moins sur une rémunération au niveau du pass. Donc autour de 41 000, entre 41 000 et qua là maintenant il est passé à 43 000 €, hein, au niveau du plafond, de la sécurité sociale. Donc commencer donc, par se verser une rémunération qui couvre les besoins courants, puis arbitrer à la fin de l'exercice social, arbitrer par, soit une prime, soit une distribution de dividendes. Alors en termes purement financiers, il se trouve que les dividendes sont plus intéressants chez la SAS, et la SASU. Si on prend tout en dividende, ce serait plus intéressant. Après, ça dépend du niveau de revenu et cetera, mais voilà, dans la règle générale, il y a ce constat et pour, la SARL, c'est la rémunération qui serait la plus intéressante. Ah, p par conséquent, dans une SAS, donc on partirait sur une rémunération à minima, au moins pour déclencher la couverture sociale et comme je le disais, en vitesse de croisière, au moins être au plafond annuel de la sécurité sociale. Et un SARL, bien, privilégier la rémunération en se fixant une indemnité de gérance, tous les mois et voir un complément en fin d'année suivant les résultats de l'exercice. Donc voilà, donc en cas de bénéfice, pour la SAS, on portera son choix plus ou moins sur la distribution de dividendes et pour la SARL, l'EURL on portera le choix sur une prime, en rémunération complémentaire. Alors il y a une petite justement comme je disais, ça dépendait des cas. Il y a une petite particularité quand on regarde au niveau de l'imposition des personnes pour les qui sont à 45 la tranche la plus haute, il est des fois préférable de distribuer justement des dividendes, parce que justement, ils vont plafonner leur taux d'impôt à 12,8. Après, il faut voir l'impôt sur les sociétés, mais plus ou moins, ça peut être intéressant de quand même s'il y a, comme disait madame, des cotisations sociales, c'est, les co de toute façon après quand on les prend en rémunération, en dividende, les cotisations, elles y sont quelque part donc il y a ce constat-là que si le dirigeant a un taux d'imposition de 45 voir quand même, pour prendre en partie en dividende. Et aussi, ça dépend aussi, au niveau du capital social. Si vous avez un très, très gros capital social ou un très, très gros compte courant d'associés, vous les dû cumuler, ça permet d'être toujours dans le dividende, avoir le bénéfice de la gérance majoritaire et en même temps avoir la fiscalité des dividendes sur la flat tax à 30. Là aussi, on verra tout à l'heure, mais il y a aussi le taux d'imposition qui joue sur la société. Donc voilà, juste un petit tableau. On est dans le cadre d'un dirigeant, célibataire avec donc possibilité, d'un delta de 50 000 €.
donc à prendre soit en prime, soit en dividende. Donc on voit dans la SAS-SASU, donc ce serait plus intéressant de prendre en dividende parce que sur les 50 000 €, il resterait en net, 29 000 € contre 26 000 € pour la prime. Et au niveau de la gérance majoritaire SARL-URL, le choix se porterait plus sur la prime parce qu'en net, il resterait plus de 30 000 € contre, un peu moins de 27 000 € dans le cas de dividende. Après, là aussi, on est sur des niveaux, comme vous voyez, au niveau impôt société, on a le bénéfice de l'impôt société à 15 %. Parce que pour faire un dividende, il faut déjà faire un résultat, un bénéfice qui sera soumis à l'impôt société cet impôt société réduira d'autant, les possibilités de distribuer. Ce qui viendra à moins de il viendra diminuer le résultat, disponible pour le distribuer. Après, un autre exemple, sur 100 000 €. Voilà, on a toujours le même constat avec un peu plus d'écart, mais au niveau de la SAS, c'est plus intéressant, le dividende, et pour la SARL, c'est plus intéressant la prime. Alors là, toujours pareil, à avoir en tête, suivant votre base de rémunération, si vous avez vraiment une très, très faible rémunération, privilégier que des dividendes, ça peut porter aussi, comment, préjudice à terme au niveau, pour la couverture sociale et pour la retraite, à terme, quoi. Surtout au niveau de la SAS. C'est un peu moins vrai pour la SARL gérance majoritaire parce que les dividendes, à un certain moment, ils sont soumis à cotisation. Les avantages et les inconvénients de chacun. Donc les dividendes, rapportent 0 en termes de droits sociaux. Donc ils ne donnent pas droit en termes de retraite ni de protection sociale et les impôts payés sont à fonds perdu, quoi. C'est vraiment, de l'impôt proprement dit. Maintenant après les dividendes, ils se répartissent entre associés actionnaires détenteurs de capital social. Comme je disais tout précédemment, ce n'est pas une rémunération qui est propre. Il peut éventuellement, on va distribuer, mais bon, peut-être que la personne, le dirigeant, il n'aura pas les 100 des dividendes qui lui reviendront directement. Et à rémunération nette équivalente, donc les coûts des charges sociales les plus importants au niveau de la SAS, mais apporte aussi une meilleure protection sociale. Parce que vous êtes assimilé à un salarié, vous avez un bulletin de salaire, vous êtes assimilé à un salarié. Donc là, on a un petit schéma au niveau de la SAS, donc avec un delta de 100 000 €. Donc vous avez la première ligne, donc un rapport d'une rémunération et la seconde au niveau des dividendes. Donc en soit on fait une progression sur la rémunération, là comme il est présenté le tableau, soit on fait une diminution, sur les dividendes pour toujours avoir ce delta disponible de 100 000 € et on voit, au niveau de la SAS que, plus on est sur les dividendes et plus il y a un disponible important, 100 000 € de dividendes, c'est 55 000 € de disponibles et plus on se rapproche d'une rémunération, jusqu'à 100 de pris en rémunération, on voit que le disponible, il passe à 47 000 €. Vous comprenez le tableau, ça va? Et pour la SARL, très bien. Pour la SARL, Tu pas suivi? non mais merci, très bien. Pour la SARL, c'est le constat inverse. Plus on prend un dividende et moins le net disponible, est important et plus on prend rémunération et plus le net disponible, demeure important. En plus, les mélanges. Il faut être célibataire. Ah oui, après tous les cas de figure, c'est pas possible. Après on a un outil, on a un logiciel justement, qui permet voilà, d'avoir, une information sur l'optimisation, de la rémunération du dirigeant. Rajouter les pensions. Donc la rémunération des dirigeants au sein d'un groupe de sociétés. Alors dans un schéma basique, hein, une holding et une société fille, hein. Donc la holding, elle peut être, donc purement financière ou une holding d'animation. Alors les holdings purement financières, c'est pas ce qui est le plus préconisé. On restera quand même sur une holding d'animation. Donc il réalise des prestations d'animation en tant que société mère pour sa fille ou ses sociétés filles.
Et au niveau des sociétés, donc d'exploitation au niveau des filles, donc soit, on pourra passer par une SARL, mais attention, la SARL, le gérant, il ne peut pas être, une personne morale, c'est uniquement une personne physique. Tandis que la SAS, la présidence, elle pourrait être une personne morale et aussi ou aussi une personne physique. D'accord. Et dans ce cadre, si la fille donc est une SAS, on nommera en présidence la société holding elle-même, qui sera représentée par, le dirigeant, mais ce sera bien une personne morale qui sera présidente de la SAS. Et dans ce cadre, donc la société holding pourra facturer donc sa rémunération en tant que mandataire social et donc remonter, ce produit de facturation pour couvrir les frais généraux de la holding ainsi que la rémunération du dirigeant au niveau de la holding. Il faut au moins que l'ensemble, des prestations refacturées à ce niveau-là couvre au moins les frais généraux de la holding avec, les frais, de donc voilà, il faut que ça couvre, on va dire, le résultat courant. Les filles. Oui, les management fees, tout à fait. Tout à fait. Après, il peut avoir en plus, là, je suis resté sur du basique, moi, convention d'animation et cetera au niveau, de la holding, donc qui gère et qui anime ces sociétés filles et qui refacture, mais il faut avoir toute l'animation au niveau de la holding, hein. Et pour le schéma, en gros, donc on partirait, sur le principe d'une holding sous forme SARL. Comme ça, le dirigeant, aurait, un régime majoritaire, pour réduire un peu, on va dire, le coût social. Après, il pourra prendre des complémentaires et cetera. Donc cela permet aussi alors le régime social qui est moins coûteux, d'accord, que le régime sécurité sociale des salariés, permet aussi qu'on verra dans le point suivant, la taxe sur les salaires, au niveau, de la rémunération des dirigeants. Donc par le principe de la holding, la rémunération du dirigeant sera centralisée sur la holding proprement dite et possibilité de bénéficier, donc alors l'épargne salariale, après intéressement, participation et cetera. Bien sûr, il faut employer quand même, des salariés avec contrat de travail et qui relèvent bien du Pôle emploi. Un dirigeant tout seul, il ne pourra pas s'octroyer tout ça. Il faudra quand même qu'il ait un service administratif avec une personne salariée, alors proche de sa famille, voilà, que ça puisse, en faire bénéficier, aussi bien pour son conjoint, ses enfants et lui-même. Donc là, au niveau de la holding et la holding donc, serait donc, détiendrait les titres d'une société sous forme SAS qui serait sa fille, donc qui, serait la société holding nommée présidente de cette société fille et on remonterait donc, les facturations de mandat social et qui couvre au moins les résultats courants de la holding et puis après le bénéfice de la holding, hein, de la société fille pourrait être remonté en dividende, au niveau de la société mère. On verra la fiscalité plus tard, à ce niveau-là. Alors, comme tout à l'heure, je vous le disais, il y a des taxes spécifiques autour des rémunérations, de la taxe sur les salaires et la taxe PUMA. Alors la taxe sur les salaires, c'est principalement pour les sociétés qui ne sont pas redevables de la TVA. Et dans les sociétés holding, donc c'est pour ça qu'on tend sur des sociétés holding animatrices, qu'elles aient une activité soumise à la TVA et de ce fait, ça permet de réduire la taxe sur les salaires, mais en même temps, les dividendes elle a une activité aussi, non, une activité financière qui n'est pas redevable de la TVA. Donc, là, dans le slide suivant, il y a un exemple. Donc la taxe sur le salaire, si, on est en parce que là, nous, dans l'exemple précédent, la holding, on est parti sur une SARL justement pour pas avoir cette problématique. Mais il peut y avoir, des salariés dans la holding qui seront soumis à taxe sur les salaires quand même. Le dirigeant sera écarté, mais pas forcément tous les salariés s'il y a des salariés dans la holding. Donc si on part sur une holding avec une SAS, le dirigeant, dans tous les cas, il sera soumis à la taxe sur les salaires. Il y a que pour l'éviter, d'être en comme on préconisait tout à l'heure, que pour l'éviter, c'est d'être, en holding sous forme SARL.
Et il y avait un petit rappel sur le Conseil d'État, donc qui considère que les rémunérations des mandataires sociaux obligatoirement affiliés donc au régime de la sécurité sociale, c'est là la SAS ou alors la SRL, la gérance minoritaire égalitaire, donc sont soumis à la taxe sur les salaires, même s'ils n'ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail. Après pour éviter d'avoir si sur on est sur une grosse holding et pour éviter que tous les salariés soient, soumis à taxe sur les salaires, il est possible donc de créer des, secteurs d'activité au sein de la holding. Donc, on ferait un secteur financier avec un personnel affecté à ce secteur, qui est pas soumis à TVA et un secteur donc de gestion de prestations de services fournis aux filiales où donc les autres personnels donc seraient attachés à ce secteur-là et là, ce serait un secteur soumis à TVA et donc on pourrait écarter, ce personnel de la taxe sur les salaires. Donc seules les rémunérations des personnes affectées au secteur financier donc relèvent de la taxe sur les salaires. Par contre, on reparle bien de la particularité sur le dirigeant. Il relève de la sécurité sociale, lui, il ne pourra pas être écarté en règle générale, il sera soumis à taxe sur sa rémunération. Juste, j'ai fait un petit topo. Alors déjà, il y a la notion de prorata. Alors, il y en a qui s quoi, il y a des principes, pour éviter la taxe sur les salaires éventuellement, comme c'est le dividende qui fait qu'on a une activité non redevable à TVA, on distribue une fois sur 2. Une année se distribue, une année je fais quoi? Une année je fais remonter les dividendes à la mère, une année sur 2 je fais remonter les dividendes à la mère. Comme ça permet d'éviter à un certain moment la taxe sur les salaires. Et si la fille, a comme associé personne physique, Si. la SAS fille, elle a Mmh. 2 associés, la mère qui est en SARL et donc le dirigeant, est associé de la fille de la. Oui, tout à fait, oui. Là, il est en SAS, donc là, les dividendes. Oui, mais là, on est que sur la c'est les salariés au sein pardon, c'est les salariés au sein de la holding qui sont soumis à la taxe sur les salaires. Par rapport à la problématique du secteur non redevable à TVA? Après, si un associé, si la société fille, distribue, qu'elle est détenue, je sais pas, à 50 par une holding et 50 par une personne physique, ben, si on distribue 100 000, il y aura 50 000 € qui remonteront à la mère pour le calcul du coefficient, de non redevabilité de la TVA et les 50 000 € de dividendes, et voilà, ils sont exclus. Oui, tout à fait, oui, oui. On est bien, voilà, au sein de c'est pour ça dans l'exemple, si un dirigeant donc sécurité sociale touche 50 000 € de rémunération, si, la FIF fait remonter des dividendes qui sont propres, qui reviennent propres à la mère, hein, de 100 000 €, on a une prestation, donc c'est-à-dire que la mère facture des prestations, management fees, convention de rémunération à hauteur de 150 000 €. On aura un coefficient donc le non taxable des dividendes de 100 000 € sur la globalité entre les dividendes et les prestations taxables et ça nous fera un coefficient de non redevabilité de quoi? Une taxation, un coefficient non redevable à la TVA à 40. Donc là-dessus, si vous voulez, sur 50 000 € de rémunération, ça fait une taxe sur les salaires en gros de 5 600 € et comme on a un coefficient de 40. Donc on paiera, 40 des 5 600 €. Donc il y aura 2 300 € de taxe sur les salaires sur la rémunération du dirigeant. Après, la taxe sur les salaires, il y a aussi, donc si vous avez une activité, qui est au moins, redevable à la TVA pour 90, il y en a pas. Après il y a si son montant total fait moins de 1 200 €, il y en a pas. Et après, je crois jusqu'à 2 200 ou 2 400 €, il y a une dégressivité, pour commencer à payer la taxe sur les salaires. Après la taxe donc pour la protection universelle maladie,
Alors justement, on parlait de tout à l'heure sur sur la rémunération à minima pour, ouvrir droit au moins au minimum de prestations, en termes de trimestres acquis pour la retraite et de couverture sociale. Eh bien, en même temps, il faudrait quand même aussi avoir une rémunération donc qui relève de salariés, assimilés salariés, travailleurs non salariés, micro-entreprises, au moins de 8 300 €, j'arrondis quoi, c'est soit 20 du plafond de la sécurité sociale pour 2022. Sinon, si vous avez aussi, vous-même ou votre conjoint ou partenaire PACS, vous n'avez pas de revenus de remplacement et si vous avez que des revenus de patrimoine et du capital et que ces derniers sont supérieurs à 50 du PAS, soit à 21 000 €, ces 3 critères font que vous pouvez être redevable de la PUMa. Donc, juste dans l'exemple, si, par exemple, un contribuable, cette année, il a touché que 100 000 € de dividendes. C'est déjà bien, mais il a touché que ça. Il a pas de pension, il a pas de salaire, il a pas de rémunération, voilà. Sur sa déclaration de revenus, 100 000 € dividendes. Bien là-dessus, au mois de octobre-novembre, une fois que sa déclaration de TV d'impôt sur le revenu aura été établie, là, ça a été, dernièrement au courant de juin là, et bien, l'Urssaf a des passerelles avec, l'administration fiscale et donc va relever, elle sera informée des personnes dans la déclaration de revenus, il y aura eu que des revenus de patrimoine et de capital, sans aucun autre revenu, lié à une activité professionnelle et là, l'Urssaf, elle appelle les personnes, bah, en leur indiquant, en rapport des éléments que nous avons en notre possession, on vous demande de nous payer la cotisation PUMa qui peut s'élever jusqu'à 6,5 de de vos revenus de patrimoine et de capital. Donc dans notre exemple, la personne qui touche 100 000 € de dividendes, uniquement et qui a que ça sur l'année, eh bien, avec un calcul un peu savant, il devra payer donc une taxe PUMa de 5 000, presque 5 200 €. Maintenant, pour l'éviter, en ayant dans une activité professionnelle au moins 8 300 € de revenus, ben, il n'y aura pas de taxe PUMa. Donc, ils ont surnommé ça la taxe des rentiers, qui a été instituée depuis 2016. C'est à y penser, quoi. Les personnes, des fois, il y a des personnes, chez une société, je prends que des dividendes, vous avez pas autre chose, il y aura que ça, que ça, que ça, faut attention. La fiscalité dividende au sein d'un groupe de sociétés. Alors si on se trouve, hors intégration fiscale, c'est-à-dire que, dans notre cas, si on reprend notre cas tout à l'heure, on a une société holding, une société fille, heu, régime normal, régime mère-fille. C'est-à-dire que si une société détient au moins 5 du capital d'une autre société, les dividendes qui lui remontent, un régime, un régime de faveur. C'est-à-dire que quand la société, elle touche 100 de dividendes, dans ses comptes, c'est un produit financier donc qui vient, augmenter le compte de résultat. Mais fiscalement, la fiscalité par le régime de mère-fille, la fiscalité, vous dira: «Mais, vous allez me déduire fiscalement», donc il y a la quote-part de frais et charges de 5. Vous allez me déduire, hormis ces 5, vous allez me déduire de votre résultat fiscal 95 95, euros dans notre cas. C'est-à-dire que la société, sur 100 € de dividendes, elle sera taxée que sur 5 €. Donc c'est ce que je mets dans l'exemple, hein. S'il y a 100 000 € de distribués à la société holding, elle sera imposée sur sa quote-part frais et charges sur, 5 000 € au taux de l'impôt société. Après ça dépendra si, elle a le taux société l'impôt société à 15 ou directement à 25. Apr après tout, c'est quelque part, c'est logique parce que la société fille a déjà payé de l'impôt, sur ses bénéfices et donc en remontant à la société mère, bon si la société mère se reprenait encore 15 ou 25 d'impôts, c'est pas très logique. Alors si maintenant on est en présence d'une intégration fiscale, donc société mère, société fille, alors il y a pas déjà pour,
bénéficier du régime d'intégration fiscale, il y a des conditions. Que toutes les sociétés soient à l'impôt sur les sociétés, heu, il faut établir une convention d'intégration fiscale. Il faut que la société mère détienne au moins 95 du capital social de la ou des sociétés filles. C'est-à-dire que s'il y a une société mère, elle détient d'un côté une filiale à 100, de l'autre côté une filiale à 80, elle pourra faire une intégration fiscale qu'avec sa société fille où elle détient 100. Des conditions encore complémentaires au niveau donc qu'elles aient toutes, la même date de clôture et la même durée d'exercice. Donc si une année, heu la société holding, décide bien de faire une intégration fiscale avec là où ses sociétés filles. Si déjà elle ne clôture pas aux mêmes périodes, il faudra d'abord faire les modifications juridiques nécessaires pour cadrer tout le monde à la même, date de clôture et puis après, l'année suivante, avoir le même exercice et même date de clôture pour passer, à l'intégration fiscale. Et enfin, souvent ce que l'on oublie aussi, quoi que l'on oublie, mais qu'il faut pas oublier, c'est que les sociétés, il faut qu'elles établissent des liasses fiscales sous le régime réel normal. Souvent, quand vous avez une société holding, bon, suivant ce qui se passe, des fois, c'est une déclaration simplifiée, donc il faudra pas oublier d'opter, pour la société holding au régime, du réel normal. Il y a rien de méchant, hein. L'alias fiscal, en fin de compte, il y a l'imprimé donc fiscal 2065 pour la partie IS et après, régime simplifié à 2033, il y a 4-5 feuillets fiscaux. Par contre, après, quand on passe en réel normal, on passe sur les je sais pas si vous avez déjà fait attention à la dette fiscale, mais on passe sur les feuillets de 2050 à 2059 où il y a tout le détail, voilà, elle est beaucoup plus complète. Mais il y a rien de c'est simplement une présentation au niveau des déclarations fiscales. Alors avec l'intégration fiscale, les avantages, donc bien sûr, s'il y a une société du groupe intégrée qui fait un déficit, il va pouvoir s'imputer sur les bénéfices des sociétés qui sont intégrées. On a une certaine sécurité aussi, fiscale au niveau de la refacturation entre les sociétés intégrées. C'est-à-dire que si vous avez un contrôle fiscal sur une structure intégrée, l'administration fiscale aura un peu de mal à remettre une facturation entre sociétés parce que si elle va toucher une société, elle va devoir toucher la société qui est concernée en intégration fiscale. Ça va faire quelque part une neutralisation. Donc ça permet un petit peu, en cas de remise en cause de certaines refacturations entre sociétés, l'administration fiscale, elle est un peu plus embêtée qu'à une intégration fiscale. Et enfin, comme on l'a vu tout à l'heure, quand on était hors intégration fiscale, il y a quand même une quote-part de frais et charges qui est retenue en cas de remontée des dividendes, mais là, elle ne sera que de 1. C'est-à-dire que si, la société, donc qui est intégrée fiscalement, si la société fille remonte 100 000 € à sa société mère intégrée fiscalement, il y aura que 1 000 € qui seront imposés. Il y a 99 000 € qui seront exonérés. Ça, c'était pour la partie avantage. Après la partie inconvénient, c'est bien sûr la gestion comptable et fiscale. Parce que bon, une intégration fiscale, bon, ça demande une certaine maîtrise, ça demande des déclarations fiscales complémentaires et un suivi, au niveau fiscal. Et enfin, il y a le taux réduit d'impôt société de 15. Si vous avez, des, dans notre exemple tout à l'heure, au niveau de la société mère et fille, si chacune, peuvent bénéficier, du taux de 15 jusqu'à un résultat de 42 000 €, un impôt société de 15, chacune en bénéficie et bien, si vous êtes en intégration fiscale, là, vous en bénéficierez qu'une fois, quel que soit le nombre de sociétés. Donc vous perdez certainement un petit avantage, c'est-à-dire que, les 42 500 €, si vous l'aviez 2 fois hors périmètre fiscal, ben vous l'aurez plus qu'une fois si toujours est-il si vous êtes éligible, hein, si les sociétés sont éligibles, vous l'aurez qu'une fois, à 42 500. Donc on perd, 4 250 € d'impôt, pour l'intégration, de 2 sociétés. Hem Juste pour rappel, le taux réduit d'impôt société, il faut pas avoir un chiffre d'affaires, global de plus de 10 millions € de chiffre de plus de 10 millions d'euros, pardon et avoir le capital social intégralement libéré et ne pas aussi être détenu, par plus de 25 par des personnes morales. Voilà ce que
On reste bien sûr à disposition de nos clients pour toute question particulière. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a un point à voir ou un peu plus ça a été clair, pas clair? Ça va? La notion donc avec SARL et SAS déjà? Ah, l'information. Oui. C'est bon. Après, ce qu'il faut retenir, voilà, déjà, est-ce que vous êtes dans une SAS, une SARL? Si vous démarrez une activité, c'est vrai que souvent, les personnes qui se lancent une activité, qui ont plus, le bénéfice du Pôle emploi, il vaut mieux qu'elles partent sur une SAS. Comme ça, elle touche son Pôle emploi. Alors maintenant, je crois que c'est 18 mois, c'est plus 24 mois. Pendant ces 18 prochains mois, elle touche son indemnité Pôle emploi et au bout d'1 an et demi, elle pourra se distribuer, s'il y a des bénéfices, des dividendes, sans remettre en cause son Pôle emploi, en assemblée générale. Et après, éventuellement, transformer la SAS en SARL pour avoir le régime, des non-salariés qui est moins lourd au démarrage qu'un régime sécurité sociale qui est plus lourd. Ce 1er point. Après, en fin de carrière, des fois les personnes, il est possible de transformer, ou lors de si une personne se lance en fin de carrière dans une structure, passer en SAS, suivant ses besoins, pour avoir la couverture sociale, sécurité sociale, pour finaliser avec, une sécurité sociale en tant que «salarié» entre guillemets et aussi, par exemple, les retraités qui ont une structure, qui veulent avoir une petite activité économique, une structure, pourquoi pas passer une SAS? Parce qu'en même temps, il faut savoir que comme on l'a vu, la gérance majoritaire, après on paye des cotisations en fonds perdus, c'est toujours pareil, il faut voir quand on a besoin de payer des cotisations ou pas et éventuellement se mettre une petite rémunération et prendre en charge la mutuelle, la prévoyance par, en tant que retraité par, sa structure, professionnelle. Il y a tout ce qui est rémunération mutuelle. Là, dans la SARL, on a beaucoup plus de souplesse que dans la SARL. En fait, la spécifique pour le chef d'entreprise, sans toucher les autres cadres, une sortie possible en rente ou en capital, alors que dans la SAS, on a forcément une sortie en rente. On va modifier les modalités de la retraite salariée. En fait, on peut faire beaucoup de choses dans la SARL pour le chef d'entreprise, spécifiquement pour le chef d'entreprise. Alors que dans la SAS, on va être dans un cadre qui va toucher le chef d'entreprise, mais tous les cadres. Par le régime de la SARL en tant que gérant majoritaire, pour tomber sur le principe donc comme, un travailleur indépendant et de là, il y a des couvertures complémentaires dites loi Madelin que vous pouvez prendre donc en termes de donc mutuelle santé prévoyance, mutuelle santé prévoyance et retraite, qui vous permet plus ou moins d'acquérir un niveau de couverture, ce qui se rapproche à ce que si vous étiez salarié. Les mutuelles, c'est quand même beaucoup plus cher. Voilà, s'il faut faire tout le C'est de le faire un coût et protection sociale identique. c'est ça. Voilà, en fait, voilà, là, il y a vous avez nommé les gros points, mais après, c'est d'avoir la véritable photographie. Si je suis président de la SAS, quelle est ma protection sociale? Et en SARL identique, regardons le coût, regardons les garanties identiques. Et là, après, on peut éventuellement voir quel est avantageux. Tout à fait. Et encore une fois, attention, vigilance au gérant majoritaire qui n'est pas assurable en prévoyance. Là, je rebondis sur ce que vous annonciez par rapport à l'éventuelle garantie. Donc, toujours regarder ce point-là, parce que si en SAS, il dépend d'une convention collective particulière, il n'y aura pas de validation médicale. En fait, c'est du cas particulier. C'est ça. Tout simplement. C'est ça. Ouais. Juste le message. C'est exactement ça. Pour être dernier, en fait, quand on gagne en charge sociale pour le gérant, cette différence, on peut la mettre en retraite, en prévoyance. Donc, il n'a pas eu de problème de santé. Si elle a des problèmes de santé, c'est sûr qu'il vaut mieux être salarié. Voilà. Ou pas. Alors, à un certain moment, avec le changement. Alors, non, mais c'est. Des points sur le papier et faire la liste. Voilà, là, c'est la situation familiale, la prévoyance nécessaire.
La vérité aujourd'hui peut être revue parce que Bien d'accord. la loi sur les dividendes, on l'a vu évoluer fortement. Bon, et bon, il y a plein de paramètres aussi à tenir compte. Il y a le compte de l'épargne salariale, l'intéressement, la participation qui permet de distribuer avec le 9,70 de traitements sociaux. Voilà, tout ça, ça doit s'articuler. C'est un vrai biscuit. Voilà, on l'a évoqué, voilà, il faut aussi avoir de la structure des vrais salariés, entre guillemets, pour mettre ces types de. Oui, oui, non, je veux dire, mais il faut avoir un vrai salarié, quoi. En partiel. Mais par contre, il y a un temps minimal d'avoir. Pas mettre. Enfin, ça dépend. C'est compliqué. C'est-à-dire que si c'est un premier salarié à temps partiel, on peut partir tout de suite sur l'épargne salariale. Et si il y a déjà eu un salarié et qu'il n'y en a plus eu, à ce moment-là, il faut être 12 mois avec un salarié à temps partiel pour pouvoir faire de l'épargne salariale. C'est très compliqué. Et changeons. Non. Quand on tient un euro, mais en fait, c'est compliqué. Bon, j'espère quand même SARL, SS, ça a été ça. Oui, bah, Bon, ça va. Bon, gérance majoritaire dans la SARL, gérance minoritaire, ça va avec les conditions. Ça. Et le sujet de la transmission. Ah là là. C'est pas aujourd'hui, ça. Et pas aujourd'hui. Ah oui, là, oui, les packs du trail, tout ça, oui. C'est aussi encore plus complet. Le démembrement. La prochaine étape, c'est. Ah bah justement, la prochaine étape. Non, c'est pas la transmission. Ah, vous allez voir, la prochaine étape. Alors déjà, un grand merci de votre présence. Voilà, non, c'est pas. Déjà, un grand merci de votre présence et aux personnes qui nous suivent sur le webinaire. Et on vous conviera à notre prochain rendez-vous qui est prévu le mardi 11 juillet 2023 au Pontet. Même heure, même endroit. Même endroit, à 18h, sur le thème de la responsabilité sociétale des entreprises, qui sera présenté par Maître Maggie Mandel, si je ne dis pas de bêtises. Oui. La RSE. La RSE. La RSE. Vous recevrez le carton d'invitation très, très rapidement avec nos engagements et on vous les fera partager. Et puis, plus que partager, vous mettrez aussi en œuvre la RSE dans vos propres entreprises. Voilà, on se dira tout le 11 juillet. Voilà. Ok. Ben, merci beaucoup. Je vais couper le webinaire. Merci aux personnes du webinaire. Merci à vous. C'est très gentil. À bientôt.